Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Shell chez vous avec une nouvelle thématique qu'on va développer dans les semaines à venir sur des personnages et de l'histoire de certains personnages qui ont marqué un peu notre histoire, que certains que vous connaissez, d'autres que vous connaissez moins. Et celui que vous connaissez peut-être moins s'appelle pour aujourd'hui Pierre Poivre. C'est un aventurier, botaniste, qui est parti à l'origine en voyage pour évangéliser et pêcher des âmes, et c'est devenu un pêcheur d'épices. Donc cette histoire se raconte au XVIIIe siècle, dans le siècle des Lumières, et va se passer essentiellement sur des îles de l'océan Indien. Donc vous allez voyager à travers cette présentation, et c'est grâce à ce monsieur qu'aujourd'hui vous pouvez râper sur votre gratin dauphinois une noix de muscade, mais ce qui n'était pas le cas au XVIIIe siècle. Donc on va suivre la vie de cet homme. Eh bien, si nous parlons de Pierre Poivre, nous allons parler de deux épices que vous utilisez fréquemment. C'est le clou de girofle, qui est à la droite, et la noix de muscade, qui est à gauche. Et c'est aujourd'hui, grâce à Pierre Poivre, qui a bourlingué une vie entière pour que ces deux épices qui se changeaient à prix d'or et qui étaient contrôlées par la Hollande puissent devenir accessibles à tout le monde et se généraliser dans nos usages. Donc quand vous piquez un clou de girofle, quand dans votre pot-au-feu, lorsque vous râpez votre noix de muscade sur un gratin dauphinois, ben vous penserez à ce monsieur Pierre Poivre qui avait peut-être un nom prédestiné. Et ça va nous ramener aux épices. Alors les épices ont fait la fortune de nombreuses personnes dès le Moyen Âge, et c'est ce qui expliquerait certainement le nom de Pierre Poivre dans ses ancêtres qui avaient sûrement un négociant en poivre. Et les épices, que ça soit le poivre, que ça soit la cannelle, que ça soit le clou de girofle ou la muscade, suivaient la route des caravanes et ont fait la fortune de nombreuses personnes et même de certains pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc plus particulièrement, avant de vous parler de Pierre Poivre, de ces deux plantes, le giroflier et le muscadier. Il faut comme penser que le giroflier qui est à gauche, ce sont des boutons floraux qu'on va utiliser, mais juste avant que la fleur éclose. Et à droite, on utilise la graine, qui est donc cette fameuse noix de muscade. 130 000 tonnes de girofle produits chaque année, ce qui est assez énorme. Je vous expliquerai qu'on ne fait pas que du pot-au-feu avec. Et 75 000 tonnes de muscade. Vous verrez aussi qu'on ne fait pas que du gratin dauphinois. Ils ont d'autres usages. Alors on va commencer donc par le muscadier, qui est un arbre qui fait une quinzaine de mètres de haut, qui pousse en zone tropicale, dans l'océan, dans la zone de l'Indonésie, qui poussait à l'origine en Indonésie. Et cette plante produit un fruit qui ressemble à un abricot, qui a la taille d'un abricot, et à l'intérieur, on trouve de ce fruit, on trouve une coque entourée d'une substance rouge. Elle s'appelle un lacis, qui porte le nom de massis. C'est la vraie épice, celle qui est la plus difficile à trouver, qui est utilisée par les grands pâtissiers en général, alors que nous utilisons plutôt l'intérieur de la noix de muscade. Alors ce massis, M-A-C-I-S, est très recherché en épicerie. C'est vraiment la partie la plus, je dirais, la plus aromatique de la noix de muscade. Vous le voyez à travers cette image, il y a le massis, vous avez la coque, pensez à une noix classique, et à l'intérieur, vous avez l'amande, c'est la noix de muscade. Alors le pays principal producteur aujourd'hui, ça n'est plus l'Indonésie, comme ça l'était au XVIIIe siècle, c'est l'île de la Grenade. Et l'île de la Grenade a même fait figurer la noix de muscade sur son drapeau. Voilà. Donc c'est l'arbuste, que je disais, une quinzaine de mètres de haut. Il faut aller chercher bien entendu les fruits pour le faire tomber, récolter les noix qui sont entourées de leur massif, et souvent le travail se fait, je dirais, très très manuel. Ce qu'il faut penser, c'est pas de l'industrialisation ces épices, c'est un travail manuel, la récolte est manuelle, on va séparer le massif de la noix et on va obtenir ces noix. Ces noix, on va les faire flotter, des principes d'une simplicité sans nom qui paraissent peut-être un peu archaïques, et en fonction de son flottaison, si elle flotte, on va l'évacuer, si elle tombe, on va la garder. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la muscade? Alors bien sûr, vous allez tout de suite penser au gratin dauphinois, mais pour produire 75 000 tonnes par an, on en fait notamment des boissons dans les pays scandinaves et au Canada,
qu'on rajoute dans du lait avec du cognac. On appelle ça les eggnog. Et puis il y a une grosse partie qui part pour la parfumerie. De nombreux parfums renferment dans leurs notes, que ce soit les notes de tête ou les notes de cœur, à l'instar de Fahrenheit, contiennent de la muscade, de l'essence de muscade. On va passer au giroflier, qui est un arbuste qui a à peu près la même taille que le muscadier, qui poussait à l'origine dans cette zone d'Indonésie de la même façon. Mais cette fois-ci, ce qu'on utilise dans le muscadier, ça n'est pas le fruit, c'est une fleur juste avant que la fleur s'ouvre. Donc c'est un bouton floral non éclos. Dès que la fleur s'apparaît, les huiles essentielles disparaissent. Donc il faut vraiment le récolter juste au moment avant la floraison. On l'appelle le clou de girofle parce que quand il est séché, il ressemble à un clou. Voilà donc des boutons floraux. Lorsqu'il n'est pas ouvert, on le garde. Lorsqu'il a fleuri, eh bien, il va être écarté. Donc c'est une grosse main-d'œuvre pour récolter ces boutons immatures, les faire sécher dans des pays bien sûr où il pleut tous les jours. Donc vous allez voir dans certains pays où on les produit, notamment aujourd'hui, on le produit en Tanzanie. La Tanzanie produit ces clous de girofle. Vous allez faire sécher sur le bord des routes, notamment dans l'île de Zanzibar. Alors que fait-on de ces clous de girofle? Eh bien, on va les utiliser bien sûr en cuisine, mais on en plante quelques-uns dans un pot-au-feu, mais l'usage du clou de girofle, ça vous ramène à la rage dentaire, à une carie, et dès qu'on sent l'odeur du clou de girofle, ça sent le dentiste, c'est le génol qui a été utilisé depuis des milliers d'années. Les Égyptiens utilisaient déjà les clous de girofle pour embaumer les momies. Eh bien, le dentiste va faire la même chose, il va fabriquer un pansement, et ce pansement, les substances du clou de girofle ont un effet bactériostatiques, bactéricides, et vont empêcher l'inflammation et le développement de bactéries. Voilà. Alors l'autre utilisation qui fait qu'on produit plusieurs centaines, plusieurs milliers de tonnes, 125 000 tonnes, c'est la parfumerie qui en consomme aussi une grande partie. Et puis en Indonésie, on fume des cigarettes où on mélange le tabac avec des morceaux de clous de girofle broyés. Ça s'appelle les ketrek, et l'Indonésie consomme une grande partie de sa production de ketrek. Clous de girofle produit, je vous disais, donc dans l'île de Zanzibar, mais aussi en Indonésie. Alors, toujours avant d'arriver encore à Pierre Poivre, je vais installer le décor maintenant dans lequel cet homme va évoluer. Il va évoluer au niveau de différentes compagnies qu'on appelait les compagnies des Indes, à partir du moment où on a commencé à installer des comptoirs un peu partout, aussi bien en Amérique du Sud que dans l'océan Indien. Les grandes compagnies se sont créées, qu'elles soient portugaises, anglaises, hollandaises, françaises bien sûr, et espagnoles. Et après, ça a été un partage du monde. Chacun a voulu avoir sa part des îles à épices et des épices pour les ramener. Alors, le Portugal s'était fortement installé sur la côte ouest de l'Inde, comme vous voyez sur cette carte. Alors, c'est une carte ancienne, c'est les cartes que l'on présentait aux élèves, que présentaient les instituteurs aux élèves. Voilà. Alors celle-ci, vous ne l'avez jamais vue, pour une raison très simple, c'est que l'instituteur avait ses cartes dans des grands casiers et jamais il avait l'occasion de sortir l'Indonésie ni l'océan Indien, pour une raison simple, c'est qu'il passait son temps à enseigner la géographie de la France. Donc ces cartes se retrouvent maintenant en vente parce qu'elles sont en parfait état. Alors je vous disais donc l'Inde avec le Portugal va aussi s'installer en Indonésie, à Sumatra, en Malaisie, dans l'île de Timor, et les Espagnols, eux, vont s'installer aux Philippines. Voilà, c'est ce qui vous explique aujourd'hui que les Philippines sont catholiques. Les Français vont tenter leur chance en Inde, avec une grande partie des comptoirs sur la côte est, sauf celui de Mahé, et puis ça va commencer à créer des rivalités. Voilà, la Compagnie des Indes françaises, elle a été créée en 1664 par Colbert, et chaque compagnie va essayer de se tailler un morceau des épices pour essayer de les ramener. Les cours des épices flambent. On payait même à une époque les rançons de roi en épices. Ça valait plus cher que l'or. Alors la France, pour rejoindre l'Inde, elle est obligée de passer par l'océan Indien et elle va faire escale dans les Mascareignes.
quand elle ne fait pas escale à Madagascar. Il faut savoir qu'après, il faut à peu près 4 mois de bateau déjà pour arriver au Mascareigne. On a perdu une partie de l'équipage pour cause de scorbut et il faut trouver de la viande fraîche et de l'eau pour les équipages. Donc on va s'arrêter dans ces îles. C'est pour ça que la France va prendre possession de Madagascar, de l'île de la Réunion, de l'île Maurice et de l'île Rodrigue. Mais à l'époque, la Réunion s'appelle l'île Bourbon et l'île Maurice s'appelle l'île de France. Donc la vie sur les bateaux, c'est quelque chose d'assez épouvantable, hein, parce qu'on dort au même endroit où l'on vit tous les jours, où on mange. Hein, c'est loin d'être une croisière Costa aujourd'hui. Et encore, je vous passe tout ce qui est odeur et choses comme ça. Donc il y a une promiscuité énorme, les maladies circulent, et il y a une maladie qui est due à une mauvaise alimentation, une carence en vitamine C que tout le monde connaît, c'est le scorbut. Lorsqu'on commence à atteindre la cachexie et perdre ses dents, en général, il est trop tard. Et je vous disais souvent, les premiers corps que l'on jette par-dessus bord, c'est au moment où on passe la ligne de l'équateur. Donc les voyages font d'énormes dégâts. Et c'est pour ça que les premières îles où on peut s'arrêter pour refaire de l'eau et de la viande, ben ça va être ces îles, comme notamment l'île de France ou l'île Bourbon, où on va aller chasser les tortues géantes qui vivent à terre et on va les ramener sur le bateau et on aura de la viande sur pied pendant plusieurs semaines. On les tue au fur et à mesure. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ces tortues ont quasiment disparu de toutes les Mascareignes et des Seychelles. L'espèce est fortement en voie d'extinction et on a créé des conservatoires aux Seychelles pour sauver ces tortues. Ça, lorsque c'est l'arrivée donc sur l'île Maurice, hein, côté Port-Louis, on commence à arriver sur une pointe, la pointe sud-ouest de l'île, qui s'appelle le Morne Noir, et pour les navigateurs, ça veut dire qu'ils vont déjà pouvoir se reposer avant de faire encore la grande traversée pour aller en Inde. Alors l'Inde, c'est devenu un torchon dont chacun essaye une sorte de peau de chagrin, chacun essaye d'en prendre un petit morceau. Il y a des comptoirs partout sur les côtes. La France est essentiellement installée à Pondichéry, Chandernagore, Yannan, Karikal et puis Mahé sur la côte ouest, et chacun veut sa part du gâteau. Les choses vont changer à partir du moment où la Hollande va se lancer dans l'exploitation du commerce maritime et des épices. Ils vont créer une compagnie qui s'appelle la VOC, qui au départ c'était de simples marchands, et cette VOC va devenir une flotte militaire. Ils possèdent 40 vaisseaux de guerre, 130 navires de commerce, 10 000 hommes d'armes et 200 000 esclaves qui vont faire travailler dans leur colonie d'Indonésie. Donc on a un trafic, vous avez parlé à plusieurs reprises du trafic du commerce triangulaire et du trafic des esclaves venant d'Afrique. Les Hollandais font la même chose, mais cette fois-ci dans l'océan Indien. C'est une véritable armée. Hein. Donc toutes les personnes prises par exemple avec une noix de muscade sur un bateau sont mises à mort immédiatement. Ils vont créer un monopole très très vite. Grâce à leur flotte de guerre, ils ont leur logo de la VOC qui est imprimé sur leur canon. La VOC bat monnaie, hein, ils ont leur propre monnaie et ils vont, on peut dire, rançonner tout l'océan Indien et les Portugais ne vont pas y rester longtemps, ils vont les expulser. Ils n'iront pas jusqu'aux Philippines embêter les Espagnols, mais ils vont arraisonner, on peut dire, tout ce qui s'appelle aujourd'hui l'Indonésie. Et en arrivant sur place, ils vont s'apercevoir que ces populations qui commerçaient les épices, le clou de girofle, la noix de muscade, avaient déjà été islamisées à peu près vers le Xe siècle, une islamisation douce qui s'est faite sur la base du commerce. Mais les Hollandais, le catholicisme et la religion et faire de nouvelles âmes pour Dieu, ils s'en moquent complètement. La seule chose qui les intéresse, c'est le commerce. Ils vont donc commercer avec les potentats locaux. Et très vite, ils vont installer une capitale qui s'appelle Batavia, donc c'est une province batave, donc appartenant à la Hollande, hein. Et aujourd'hui elle s'appelle Jakarta. Et ils vont très vite comprendre que certaines de ces îles contiennent des girofliers, des muscadiers, et ils veulent en prendre le contrôle. Et peu à peu, ils vont envoyer leur flotte militaire à travers ces îles, repérer les îles où il y a le plus de noix de muscade, de muscadiers ou de girofliers, négocier avec les potentats locaux et les engager à arracher les plantes et les brûler. Ils vont pratiquer une politique de la terre brûlée. Si le chef local est d'accord, tout se passe bien. S'il n'est pas d'accord, on le met à mort. Et peu à peu, ils vont resserrer leur étau
sur 2 îles des Moluques, les îles de Céram et d'Ambon, où sont les grosses productions de girofliers et de muscadiers. Ils vont même aller à fabriquer un blocus grâce à leur flotte militaire et n'obtenir que plus que 2 îles pour la production des plantes à épices, pour la production du giroflier et du muscadier. Toutes les autres îles on a éradiqué ces plantes. L'île d'Ambon sera consacrée à la production du clou de girofle et l'île de Banda à la production de la noix de muscade. Toute autre personne qui aurait tenté de faire de la culture est mise à mort. Et des bateaux de guerre circulent autour de ces 2 îles à épices, une pour le giroflier, une pour le muscadier, et les cargaisons, sous bonne escorte, repartent sur Batavia. Ce qui fait que le cours des épices flambe, le cours de la noix de muscade se négocie plus cher que l'or, et les autres compagnies anglaises, françaises, espagnoles, portugaises voient ça d'un mauvais œil et aimeraient bien remettre la main sur le trafic des épices. Et c'est là qu'intervient Pierre Poivre, qui va mettre la fin à ce rêve batave, mais il va y se consacrer toute sa vie. Il est né en 1719, mort en 1786, et vous allez voir le destin de cet homme qui est assez particulier, parce que rien ne le prédestinait à aller chasser les épices, sauf ce nom qui devait certainement à un ancêtre qui avait négocié le poivre au Moyen-Âge. Donc la carrière de Pierre Poivre commence à Lyon. Ses parents, Hilaire et Marie, tiennent une mercerie à Lyon, et donc ils voient passer, ils vendent aussi de la soie, et ils voient passer ces tissus qui viennent de lointains pays, ils voient passer les négociants qui racontent des histoires de lointains pays, et il a envie de voyager, Pierre Poivre. À l'époque, si vous n'avez pas d'argent, le seul moyen de voyager, c'est de rentrer dans les ordres et de faire le séminaire, et on vous envoie comme missionnaire. Donc c'est ce que vont choisir ses parents. Il va rentrer au séminaire de la Croix-Rousse, et comme c'est un excellent élément, on va l'envoyer à Paris au séminaire des missions. Donc de la Croix-Rousse, il part sur le séminaire des missions à Paris. Et là, l'enseignement est beaucoup plus large. Ces missionnaires qui vont partir pour pêcher des âmes, on leur apprend une discipline qui va leur permettre aussi de retrouver des plantes sur place et éventuellement de ramener des plantes alimentaires ou médicinales pour la France. Ils ont aussi cette mission, en plus d'évangéliser, d'essayer de ramener des plantes médicinales. Il va donc faire de la botanique, Pierre Poivre, ce qui va changer son destin. Il entend parler de ces plantes lointaines, bien sûr, que le muscadier, et ça va commencer à tourner dans sa tête, botanique, religion, donc il part pour pêcher des âmes. On l'envoie donc en Asie, en 1741, et là, ça va être on est en pleine guerre, ce qui fait que lorsque vous partez en bateau, vous ne savez jamais si vous êtes toujours ami avec le pays avec lequel vous n'étiez pas forcément en guerre avant de partir en bateau. Voilà, donc l'Europe est rentrée dans une série de guerres qui vont continuer, et donc on ne sait jamais le bateau qui est en face de vous, s'il est ami, ennemi. Vous avez bien entendu le scorbut, auquel l'équipage avec lequel Pierre Poivre est parti va se trouver confronté. Pierre Poivre y échappera, et il va faire escale à l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion, pour bien sûr faire comme tout le monde, on va chercher des tortues qui serviront à alimenter la dernière partie du voyage. Donc il ne s'arrêtera pas à l'île Maurice, donc ni à l'île de France, à ce voyage-là. Et il va se retrouver, pas encore en Inde, mais un peu plus loin encore, à Canton. Canton qui était, je vous en ai parlé à l'époque, la porte du thé via la rivière de Perle. Et c'est là où on stockait, on va dire, comme une sorte de lazaret, tous les Européens. Et en arrivant à Canton, quelqu'un lui a fait une sorte de farce, on ne saura jamais, sur ses papiers, parce qu'il ne lit pas le chinois encore, il y a marqué que c'est un espion à la solde des Anglais. Et il se retrouve en prison. Voilà, premier séjour en prison, on n'a jamais su qui lui avait fait cette mauvaise farce, mais les Chinois étant très avides de religieux et de personnes érudites, le mandarin local va le faire sortir, se prendre d'amitié pour lui. Ce qui fait que Pierre Poivre va sortir de ce séjour et il va pouvoir ensuite se rendre dans une autre destination où on devait après l'envoyer travailler, qui est à Hue, en Cochinchine, c'est notre Vietnam actuel, et il va donc là-bas commencer à professer sa foi, essayer de trouver de nouvelles âmes pour le clergé local, et puis aussi d'herboriser.
des plantes. Et c'est la découverte de la flore locale de Cochinchine va le passionner et il va de plus en plus s'intéresser au végétal. Il va trouver une variété de riz sec qui pourrait être très intéressante pour la France et qu'il voudrait ramener. La question qui va se poser pour lui, est-ce qu'il a toujours envie d'être missionnaire alors qu'il est passionné par l'agronomie et la botanique? Et là, les instances religieuses vont commencer à s'apercevoir qu'il ne fait plus son travail de missionnaire et décident de le renvoyer en France, au séminaire de Paris, pour ce qu'on appellerait aujourd'hui un entretien de recadrage. Voilà, donc pour se faire remonter les bretelles, si on peut dire. Donc Pierre Poivre prend un bateau, quitte la Cochinchine, le trajet passe entre les îles de Java et de Sumatra, c'est un détroit qui aujourd'hui a une circulation de bateaux phénoménale, et là il va tomber sur un navire anglais qui va arraisonner le bateau. Tout le monde monte sur le pont, bien sûr, pour de faire le coup de feu. Pierre Poivre le premier avec un fusil, parce qu'il faut essayer de repousser l'attaquant anglais. Le problème, c'est qu'un boulet va lui emporter le poignet droit. Donc les Anglais le transfèrent blessé sur leur navire. La plaie s'infecte, on va l'amputer, pour finir l'amputer complètement du bras droit. Voilà. C'est comme ça que Pierre Poivre perd son bras droit, et il va dire lui-même, c'est l'amputation du destin. Plus de bras droit, plus de main droite, il ne peut plus bénir. Il est libéré de ses obligations religieuses. Bon, c'est pas pour autant qu'il va être libre. Le navire anglais le dépose dans le port de Batavia, où on n'a que faire d'un manchot. C'est ce qui explique souvent qu'on voit quelques images de Pierre Poivre où il a une main dans sa redingote ou dans sa veste, puisqu'en fait il lui manque un bras. Donc il va devoir apprendre à réécrire. Il faisait énormément de dessins qu'il va falloir qu'il réapprenne. Ces dessins sont perdus dans le naufrage. Le voici sur le port de Batavia, tenu bien sûr par les Hollandais, et il voit arriver les cargaisons accompagnées des cargaisons de muscade, des cargaisons de clous de girofle, accompagnées de bateaux militaires. Et les Hollandais, dès que les bateaux arrivent, ils en brûlent à peu près 90% sous la forme d'autodafé pour que la population le voie bien. Et ceux qui restent partent vers Amsterdam, escortés de façon militaire aussi. Ce qui fait, comme il y a très peu de production, l'offre et la demande fait que le cours de la muscade et du clou de girofle flambe. Pierre Poivre observe ça. Et c'est là que son idée, il dit, c'est si je pouvais fournir le clou de girofle et de la muscade à la France, on pourrait faire tomber le monopole. Mais pour ça, il faut revenir en France. Alors il va rester plusieurs mois parce qu'on n'a que faire d'un manchot sur un port, jusqu'à ce qu'il se trouve un bateau qui veut bien le ramener en Inde, sur Pondichéry. Et à Pondichéry, deux hommes s'affrontent à l'époque. Monsieur de la Bourdonnais, à gauche, et Duplex, à droite. Si vous étiez ami avec l'un, vous étiez ennemi avec l'autre. Pierre Poivre fait le mauvais choix, il va être ami avec la Bourdonnais. Mauvais choix, il se fera un ennemi pour la vie avec Duplex. Mais la Bourdonnais va lui fournir un bateau, parce que la Bourdonnais est intendant de l'île de France. Il va l'emmener à l'île de France, donc à l'île Maurice. Et Pierre Poivre va découvrir Port-Louis, sur la côte ouest, et cette île qui est une île paradisiaque. Et là, il s'aperçoit que la population française locale ne fait rien du tout. Les esclaves font tout le travail, les routes ne sont pas entretenues, les forêts, on les coupe pour faire du bois de chauffage, et il va être écœuré de la façon dont les Français se comportent là-bas, puisque la plupart du temps, ce sont des personnes, des femmes de petite vie qu'on a un peu forcées à habiter là-bas. Les hommes se sont donné des titres de noblesse, et en fait, la Bourdonnais a bien du mal à régner sur cette population qui a un gros poil dans la main. Et là, Pierre Poivre a l'idée que le climat de l'île est idéal pour faire pousser des muscadets ou des girofliers. Pour ça, il faut rentrer en France. Il va trouver un bateau qui va le ramener jusqu'en France. Malheureusement, en arrivant dans le canal de la Manche, le bateau dans lequel se trouve Pierre Poivre se fait arraisonner par un corsaire malouin. Et au moment où le corsaire malouin emmène le bateau vers le port de Saint-Malo, les deux bateaux se font eux-mêmes arraisonner par un autre corsaire anglais. Résultat, Pierre Poivre est fait prisonnier et emmené dans l'île de Guernesey. Ça fait le deuxième séjour en prison. Il n'est toujours pas rentré chez lui.
Et là, c'est la Compagnie des Indes, qui a commencé à entendre parler un peu via la bourdonnette de ce monsieur, qui va le faire libérer de prison et il va faire la connaissance de deux contrôleurs des finances qui sont restés célèbres de l'époque, du régime de Louis XV, c'est Henri Bertin et Turgot. Les deux hommes se détestent, mais ils vont appuyer Pierre Poivre, et Pierre Poivre en fait va se retrouver un peu sous leur aile protectrice, et il va devenir, on va lui proposer il va avoir de l'argent cette fois-ci, de devenir agent secret de la Compagnie des Indes. Son objectif, faire tomber le monopole hollandais et réussir à trouver les endroits où poussent les girofliers, les muscadiers, voler des graines, voler des plants, il a tous les pouvoirs, et ramener sur l'île de France, donc l'île Maurice, ces plants de muscadiers et de girofliers. Donc il repart en bateau, ça se passe pas trop mal sur l'Asie. Il pensait pouvoir négocier avec l'Asie, peut-être d'installer le moyen de trouver des girofliers, des muscadiers, ça se passe mal. Donc il se replie sur l'île de France, qui va devenir un peu son lieu de travail et son bureau, où il va ramener d'ailleurs du poivre, pour qu'il avait négocié des plants de poivrier en Asie. Il va ramener le cannelier, donc il commence à amener des espèces, et va réussir à ramener depuis le Vietnam, depuis la Cochinchine, son riz, ce fameux riz sec, qui pour son objectif c'est aussi de trouver un riz qui pousse hors d'autres saisons et qui permettrait de résoudre les problèmes de famine, et il va ramener aussi ce qu'il avait décidé de faire, le ver à soie. Et de là, l'île de France va être sa base pour aller, voler, escamoter les clous de girofle ou les plants de giroflier, les plants de muscadier. Alors là, Pierre Poivre va effectuer une transformation de son personnage. C'est quelqu'un qui est très doué pour les langues. Déjà, il va apprendre le chinois, il va apprendre le malais. Il se transforme en ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de loup de mer, quelqu'un qui erre dans les ports, qui paye le coup dans les bars, qui discute avec les marins. Son objectif, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le trafic de la muscade et du girofle, trouver des bateaux pour essayer d'aller voir dans ces îles, et il va utiliser les Philippines comme base de départ pour essayer de descendre dans les îles qui sont protégées. Il sait qu'il a appris que les Hollandais gardaient des îles. Son objectif, c'est par tous les moyens d'arriver à voler, acheter, négocier de la muscade et du girofle. Il va faire une première expédition aux Moluques, en partant des Philippines, et il va réussir à voler une poignée de noix. Certaines sont germées, il va les coudre dans sa vareuse, dans sa veste, et repartir sur l'île de France. Il faut savoir qu'à l'époque, quelqu'un qui est pris avec une noix de muscade par les Hollandais est mis à mort. Il va donc ramener ces noix, certaines sont germées, il va les planter dans un jardin à l'île Maurice, et les confier à un monsieur qui s'appelle monsieur Jean-Baptiste Christian Fusé-Aublet, qui est botaniste, qui a été envoyé ici par le muséum, enfin qui n'est pas encore le muséum, mais qui est envoyé ici par le Jardin du Roi, pardon, et c'est lui qui le charge de veiller, comme elle a sur la prunelle de ses yeux, sur ses plants de muscadier, et pendant que lui part à la recherche d'autres plants. Et il va, depuis les Philippines, il va refaire un voyage, donc affréter un autre bateau, et chaque fois qu'il a des bateaux, c'est des bateaux qui sont d'anciennes carcasses qui sont prêtes à couler, donc l'expédition va encore rater, le bateau est quasiment immanœuvrable, mais il va passer pas loin des fameuses îles d'Ambon et de Banda, où il va s'apercevoir que ces deux îles coffrent fort, une pour la muscade, une pour le giroflier, sont le territoire des Hollandais. Et il va encore réussir à négocier, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont corruptibles, il va avoir des pieds qu'il va réussir à voler. Mais il va très vite essayer de les ramener à l'île de France. Le problème, c'est qu'il n'a pas de bateau pour le ramener à l'île de France. Le seul bateau qu'il peut trouver, premier temps, le ramène à Pondichéry. Et là, il retombe sur Duplex, qui voit d'un très mauvais œil l'homme qui avait choisi quelques années plus tôt la Bourdonnais. Et il ne va pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Il pensait même les planter en Inde en attendant de ramener de la terre. On le refoule et il va se retrouver de repartir à l'île de France. Et il arrive avec ses premiers pieds de muscadier, qui ont un peu poussé entre-temps, et il retrouve le botaniste Fusé-Aublet, et il lui demande que sont devenus les plants de l'année dernière.
Alors, le fusée au blé veut dire, mais c'était pas des plants de muscadier, c'était des plants de noix d'arrêt que ils n'ont pas poussé. Et on va lui dire que pendant qu'il était parti, fusée au blé arrosait les plants de muscadier avec du mercure et de l'eau bouillante. Donc ça va énerver fortement Pierre Poivre, qui avait et ça va l'écœurer de l'île Maurice, de ses habitants, surtout qu'entre-temps, il avait demandé une expertise de ces noix de muscade par Jussieu, par Buffon. Jussieu s'occupe du jardin du roi, Buffon est l'intendant. Pierre Poivre repart écœuré de l'île de France, et en arrivant au large des côtes normandes, il se fait à nouveau capturer par un corsaire anglais, et c'est son 3e séjour en prison au Pays de Galles. Et c'est encore la Compagnie des Indes qui va le sortir. Là, Pierre Poivre veut se reposer. Il décide d'aller retrouver sa famille à Lyon. Et puis il va acheter une propriété. Il a gagné de l'argent à Saint-Romain au Mont-d'Or, sur les bords de la Saône. Et il a décidé de devenir jardinier. Il a ramené des plants de graines. Il va s'installer un jardin botanique, jardin de la Fretta. Et de se reposer. Il a 38 ans. Je rappelle, un bras en moins, et puis tout le monde voit arriver dans la famille cet homme qui raconte des histoires incroyables, et il y a une petite nièce par alliance qui est là, qui s'appelle Françoise, qui a à peine 10 ans, qui regarde avec des grands yeux ce monsieur manchot qui raconte des histoires incroyables de pirates, de corsaires, de bateaux. Pierre Poivre, lui, va travailler depuis son domaine avec Paris, avec l'Académie des sciences. Il est reçu par les Lumières, il va rencontrer Diderot, il va rencontrer d'Alembert, bien sûr Jussieu, Buffon. Ça devient une sommité. Il va écrire ses mémoires, qui s'appellent Les Voyages d'un philosophe, qui raconte cette première partie de sa vie. Une chance, parce que sinon on n'aurait pas de traces de cette vie. Et puis le temps passe, 10 ans ont passé, et la petite Françoise Robin a grandi, et elle est toujours autant amoureuse que Pierre Poivre. Elle lui a dit qu'elle veut l'épouser. Alors Pierre Poivre lui fait comprendre qu'il a un âge certain par rapport à elle, et il a aussi de grosses propositions de personnages importants du régime de Louis XV, le duc de Choiseul, le duc de Praslin. La Compagnie des Indes, entre-temps, a été dissoute parce qu'elle faisait surtout de l'argent pour elle et pas pour le roi. Donc on lui propose les pleins pouvoirs. La Bourdonnais a été écartée. On lui propose de devenir intendant des Mascareignes et de s'installer à l'Île-de-France dans le domaine de la Bourdonnais. Et pour ça, il doit quitter la France. Alors Pierre Poivre était en retraite, on peut dire, ça ne l'enchante pas beaucoup. Le roi va insister, il va lui donner le cordon de Saint-Michel, et là, en une journée, Pierre Poivre va dire oui au roi et oui à Françoise, et ils vont se marier en 1766. Le voyage de noces aura lieu l'année d'après, en 1767, départ de Lorient avec des bateaux, cette fois-ci bateaux militaires, tout un contingent pour le nouvel intendant des Mascareignes. Françoise est enceinte, le voyage se passe sans problème, le couple arrive à Port-Louis, et là, Pierre Poivre, bien sûr, ne fait que constater à nouveau les dégâts et ce qui n'était pas fait par la population. Les forêts sont déboisées, on fait de la culture sur brûlis, les sols partent dans la mer. Quant aux habitants, ils ne font rien. Alors là, Pierre Poivre va rassembler toute la population de l'île Maurice, donc de l'île de France, sur le port de Port-Louis, et va leur faire un discours dont on a gardé certains mots. La nature a tout fait pour l'île de France, les hommes y ont tout détruit. Le changement, c'est maintenant. Voilà, ça va vous rappeler certaines choses. Et là, ça va être un gros changement pour la population qui va se mettre au travail. Pierre Poivre, lui, va s'installer dans la propriété de Montplaisir, qu'on appelle aussi les Pamplemousses, qui est l'ancienne propriété de la Bourdonnais. Et là, il va réformer de fond en comble toute l'économie, la structure de l'île, les voies de communication, tout va être réformé. Il va faire venir des espèces comme l'avocat. Ça va devenir un jardin. 600 plantes arrivent à l'île Maurice, notamment le litchi qui va être implanté à l'île Maurice. Françoise Françoise Poivre maintenant passe des jours heureux. 2 autres filles vont naître, ce qui fait qu'elle aura 3 enfants, 3 filles qui vont naître à l'île de France. Tout se passe bien, Pierre Poivre œuvre, travaille, et il va faire venir des ingénieurs de Paris pour remettre en état l'île, et parmi ces ingénieurs, il fait revenir un certain Bernardin de Saint-Pierre, ingénieur des ponts et chaussées de son état. Bernardin de Saint-Pierre débarque dans l'île. Malheureusement, c'est le coup de foudre pour Madame Poivre, et là, il ne va plus rien faire du tout.
ça va lui tourner la tête et il va inonder la jeune femme de mots doux, de billets. C'est Madame Poivre que vous êtes jolie, Madame Poivre. En fait, c'est résultat, ça, il en fait une sorte de dépression. Comme les ponts et chaussées n'avancent pas, Pierre Poivre va le renvoyer à Paris. Et il prendra la place plus tard de Buffon comme intendant du Jardin des Plantes, mais il ne s'en remettra jamais. Ça va être cet amour va lui inspirer l'ouvrage Paul et Virginie. Et si vous allez faire un tour au Jardin des Plantes, vous verrez la statue de Bernardin de Saint-Pierre, et à ses pieds, il y a Paul et Virginie. Virginie, c'est Françoise Poivre, c'est son amour de jeunesse. Pierre Poivre, lui, continue ses expéditions. Cette fois-ci, ça n'est plus lui qui assure la commande des bateaux. Il va envoyer des bateaux vers les Moluques, une dizaine d'expéditions en 2 ans. Le but, cette fois-ci, c'est de faire du forcing et de voler carrément des muscadiers. Alors, il faut des pieds de muscadier, mais les clous de girofle, il faut aussi voler. Les noix de muscade, on arrive à les faire germer, mais pour les clous de girofle, il faut les pieds de muscadier. Et ça va marcher parce que le 27 juin 1770, les bateaux sont revenus, les cales pleines de noix de muscade, 2 pieds de giroflier. Les arbres sont plantés, ça pousse très vite en zone tropicale et le monopole hollandais tombe. Les cours de la muscade et du girofle vont tomber complètement et Pierre Poivre va inonder les autres îles françaises des mascareignes de muscadiers, de girofliers et en emmener même jusqu'aux Antilles et en Guyane. Donc le chasseur d'épices peut commencer à se reposer dans sa villa de Montplaisir, que l'on visite toujours aujourd'hui, de nos jours. Et puis un jour, il voit arriver Monsieur de Bougainville, qui était le commandant des 2 navires explorateurs qui faisaient un tour du monde. Le vaisseau suivant, l'expédition suivante sera celle de la Pérouse, mais comme chacun sait, elle n'aboutira pas. Donc Bougainville vient faire escale à l'île de France pour rechercher de la viande, pour rechercher de l'eau, avec les 2 vaisseaux, l'Étoile et la Boudeuse. Alors Louis-Antoine de Bougainville, il a un nom qui est lié à cette plante, qui est le bougainvillet, qui est une plante qui pousse au Brésil, et ce nom lui a été donné par le botaniste, médecin et botaniste, Monsieur Commerson, qui était médecin de Louis XV et qui accompagnait comme naturaliste l'expédition de Bougainville. Le problème, c'est que pendant le voyage, Monsieur Commerson, bien sûr, avait demandé à avoir un valet de pied pour l'aider à préparer ses plantes, faire ses herbiers, s'occuper de ses vêtements, ce qui avait été accepté par Bougainville, donc il avait une cabine. Et lorsque le bateau, l'escale d'avant l'île de France, c'était Tahiti, lorsque le bateau est arrivé à Tahiti, la population locale s'est précipitée sur le valet de chambre, Jean Barré, l'a déshabillé, et au stupeur, Jean Barré n'était pas un homme mais une femme. Commerson était veuf et il avait épousé cette femme, Jeanne Barré. Et comme il ne voulait pas partir tout seul, il l'a amenée en voyage avec lui. Voilà, elle compressait sa poitrine et elle se faisait passer pour un homme. Alors pour un homme sur un bateau à l'époque, c'est un homme une femme porte malheur. Donc Bougainville ne va pas lui pardonner. Il a été bafoué, vexé, humilié et il débarque, Commerson et son épouse, à l'Île-de-France. Mais il ne pouvait pas faire de plus beau cadeau à Pierre Poivre parce que Commerson est naturaliste, botaniste et son épouse aussi. Donc il a 2 personnes pour l'aider. Et Commerson est assigné à résidence à l'Île-de-France. Il ne reviendra jamais en France. Il va mourir là-bas, mais Pierre Poivre va l'utiliser comme navigateur explorateur pour aller sur Madagascar, pour aller sur les Seychelles, et là, pour aller sur la Réunion. Et bien sûr, Commerson va faire des découvertes de milliers de plantes nouvelles. C'est lui qui va découvrir le cocofès notamment, mais aussi l'arbre du voyageur, le ravellana de Madagascar. Il va aussi découvrir une variété d'hortensia. Donc en fait, il fait une collection énorme. Il va décéder, Commerson, et c'est son épouse qui ramènera les collections à Paris. Donc Pierre Poivre a fait, je dirais, sa carrière. Il va pouvoir revenir, il a fait son rôle d'intendant, il a remis l'île, on peut dire, sur les rails. Il va rentrer en France, profiter de sa femme, de ses 3 filles enfin. C'est en 1772, c'est le retour en métropole. Malheureusement, ça ne durera pas très longtemps, parce que Pierre Poivre s'était habitué à un climat tropical, et le climat des bords de Saône, humide et froid en hiver,
Il va décéder de ce qu'on pense être une grippe qui s'est compliquée d'une infection pulmonaire. Et la retraite de la Fretta avec ses 3 filles et son épouse ne durera pas longtemps, mais il aura quand même eu le temps de revoir son domaine. Il décède en 1786. On est très proche de la Révolution et Françoise Poivre va monter à Paris, rentrer dans des cercles intellectuels parce qu'elle veut essayer de faire vivre, d'avoir la mémoire de son époux, de collecter tout ce qu'il avait fait comme travaux, etc. Et elle va se retrouver à Paris pris dans les tourmentes de la Révolution. Et c'est au moment de ces tourmentes qu'elle va rencontrer, la veuve va rencontrer un certain Dupont de Nemours et ils vont se marier. Ils vont fuir la France et les répressions de la Révolution. Et c'est grâce à Dupont, qui va donc s'installer à Rhode Island et créer sa première usine, tout le monde connaît la société Dupont de Nemours, et Dupont va faire tout un travail pour collecter toutes les archives relatives à Pierre Poivre, qu'elles ne se perdent pas. Voilà, et donc Françoise Poivre va devenir Françoise Dupont de Nemours, dernière partie de sa vie, et grâce aux travaux de Bernardin de Saint-Pierre, qui aussi a écrit sur Pierre Poivre, et aux travaux de Dupont de Nemours, la mémoire de Pierre Poivre ne s'est pas perdue. Et on est en train aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle la Société des Amis de la Bourdonnais, qui fait revivre tous les travaux de cet homme, qui, je le rappelle, est parti pour évangéliser, pour pêcher des âmes, qui a perdu son bras, qui est devenu pêcheur d'épices, et qui n'a jamais prononcé ses vœux, qui s'est marié, qui a eu 3 filles. Donc c'est des destins assez exceptionnels. Et quand vous allez faire un tour, si vous avez la chance d'aller à l'île Maurice, au jardin de Pamplemousse, vous verrez toutes les centaines d'espèces qui ont été plantées par Pierre Poivre. On y trouve un buste, on y trouve bien sûr la statue de Polyvirginie, et Pierre Poivre est sur le bord d'un bassin et regarde ce bassin où poussent des nénuphars géants. Alors on ne sait pas à quoi il pense, peut-être toujours à Françoise, qui est partie donc en Amérique. Voilà. Donc pensez-y lorsque vous râpez de la muscade, lorsque vous utilisez du clou de girofle, c'est grâce à ce monsieur Pierre Poivre. Voilà. Eh bien voilà, Shell chez vous et Pierre Poivre se termine. Et je vous annonce donc la prochaine présentation sous la forme de ce tubercule bien singulier que l'on nomme pomme de terre, plante qui vient de l'altiplano du Pérou, des Andes, et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait aussi la réputation d'un pharmacien qui s'appelait Monsieur Parmentier, dont je vous raconterai l'histoire la prochaine fois, parce que Parmentier n'a pas fait que de la pomme de terre. Il a réformé la boulangerie française. Il a travaillé sur la vaccination, etc., de la variole. Donc il a fait énormément de choses et on a toujours tendance à penser Parmentier, pomme de terre. À propos, Parmentier, vous pouvez toujours aussi rajouter de la muscade. Voilà. Bonne journée, Shell chez vous, à bientôt.